Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka. L'Afrique du Sud est paralysée par des coupures d'électricité records, les pénuries s'étant aggravées depuis l'an dernier. En République démocratique du Congo, les petites entreprises ont depuis longtemps un accès limité au crédit. Mais un récent partenariat entre la Société financière internationale et la Equity Bank commerciale du Congo pourrait bientôt changer la donne. Et enfin, 4 pays africains se sont améliorés dans le classement annuel d'Agility, qui compare la logistique nationale et internationale, le climat des affaires et la préparation au digital des 50 principaux marchés émergents du monde. L'économie la plus industrialisée d'Afrique est en proie à une sévère crise énergétique qui, en plus de perturber la vie de millions de personnes, menace également l'approvisionnement en nourriture. Pour endiguer la crise, le président a déclaré l'état de catastrophe, mais les critiques estiment que cette mesure risque de saper le contrôle des dépenses. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont soumis à des coupures d'électricité quotidiennes jusqu'à 11 heures par jour. Eskom, la compagnie qui fournit environ 90% de l'électricité du pays, ne parvenant pas à produire suffisamment d'énergie, a dû procéder à des coupures de courant pendant plus de 200 jours l'année dernière. Au moment même où l'Afrique du Sud espère se remettre de la pandémie de Covid-19, la crise énergétique menace de court-circuiter tous les plans de reprise économique. De nombreux secteurs en ont déjà fait les frais, y compris les secteurs aurifères et agricoles. En 2022, l'approvisionnement sporadique en électricité a contribué à une baisse de 20% de la production d'or, un glissement annuel, a révélé la Chambre des mines d'Afrique du Sud. En pleine saison des vendanges, la production viticole risque de suivre la même tendance. Puisque l'électricité est indispensable à l'irrigation des sols, les viticulteurs s'inquiètent des conséquences désastreuses des coupures de courant sur l'industrie. Dans le secteur de la volaille, les pannes d'électricité ont conduit des usines à interrompre l'abattage, parfois pendant une demi-journée, créant un arriéré et une surpopulation dans les fermes avicoles. Après des semaines de spéculation, le président Cyril Ramaphosa a finalement déclaré l'état de catastrophe nationale avec effet immédiat. Reste à savoir si cette réforme, qui devrait permettre de débloquer des fonds exceptionnels, suffira à résoudre la crise. L'économiste à Momentum Investment, Sanisha Pakrisamy, nous rejoint sur ce plateau pour en discuter. Madame Pakrisamy, bienvenue dans Business Africa. Cela fait plus de 10 ans que les performances d'Eskom ont chuté. Pourquoi le gouvernement n'a pas anticipé une telle crise ? Le problème majeur de la production d'électricité en Afrique du Sud est qu'ils ont peu investi au cours des 2 dernières décennies. En conséquence, une grande partie du parc de centrales électriques au charbon d'Eskom est vieillissante. Environ la moitié de toutes les centrales au charbon ont plus de 40 ans. Du coup, plusieurs centrales sont hors service pour maintenance. Cela signifie que nous avons moins de capacité de production disponible pour distribuer l'énergie. Et par conséquent, nous sommes dans une situation où il faut un délestage rotatif, ce qui revient à retirer certains mégawatts du système. Le président Ramaphosa a annoncé l'état de catastrophe il y a quelques jours. Est-ce suffisant pour contenir la crise et ses impacts sur l'économie ? Malheureusement, non. Je pense que cela va aider. Je pense que cela permettra d'accélérer une grande partie des réglementations et de la paperasse qu'ils peuvent contourner assez facilement. Cependant, d'un point de vue technique, il y a d'autres contraintes et je pense que seulement une partie d'entre elles pourront être effectives l'année prochaine. Pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent mettre en service environ 8 822 mégawatts cette année afin d'atténuer la crise énergétique à court terme. Mais dans ces 8 800 mégawatts, environ 4 500 proviennent d'une unité de Medupi, qui est une centrale électrique au charbon, et de 3 unités de Cassini. Et à Cassini, il y a un problème avec la cheminée. Et donc ces 4 500 mégawatts ne pourront pas être mis en service cette année. Je pense que le plan énergétique à court terme peut être réalisé dans une certaine mesure, mais je pense toujours que nous aurons à faire face à un certain nombre de délestages. Le rand sud-africain a chuté en début de semaine. Y a-t-il un lien avec la crise énergétique ou pas du tout ?
Si nous regardons ce qui est arrivé à notre monnaie locale à la fin de l'année dernière, au dernier trimestre de l'année, nous avons vu une dépréciation assez importante du dollar américain. Cependant, même si la faiblesse du dollar s'est poursuivie au début de cette année, nous avons vu notre propre unité locale se déprécier. Nous pouvons en déduire qu'il y a un élément de risque politique, économique et peut-être même fiscal qui est intégré dans notre devise, qui est à l'origine de cet écart par rapport au mouvement des autres monnaies des marchés émergents par rapport au dollar américain. Pour terminer, Madame Pakrissamy, quelles sont les prévisions économiques pour le reste de l'année? Si nous regardons comment les délestages affectent l'économie, les prévisions vont dépendre des différents secteurs. Par exemple, dans le secteur agricole, nous avons la majorité de notre production alimentaire qui dépend de l'irrigation et l'irrigation ne peut se faire sans électricité. Cela représente environ 70 à 80% de notre production de légumes. Si nous regardons l'impact sur la croissance globale, nous avions également une banque de réserve africaine qui suggérait précédemment que le délestage soustrairait environ 0,6% du PIB global cette année. Cependant, parce que nous avons eu une incidence beaucoup plus élevée de délestage et des étapes beaucoup plus sévères de délestage, ils ont maintenant revisé à la hausse ce chiffre à environ 2%. Donc, selon eux, 2% vont être retranchés de la croissance économique cette année en raison d'une incidence plus élevée de délestage. Nous verrons un peu d'investissement fixe, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Et les exportations devraient être un peu plus brillantes que ce que nous pensions il y a quelques mois. Compte tenu de la réouverture de l'économie chinoise, la Chine étant l'un des principaux partenaires commerciaux dans le monde. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir. Equity Bank Commercial du Congo a annoncé la conclusion d'un partenariat avec la Société financière internationale. Dans le cadre de cet accord, la SFI garantira à hauteur de 12,5 millions de dollars des prêts de la banque congolaise à des PME. En République démocratique du Congo, les petites entreprises éprouvent depuis longtemps des difficultés à obtenir des crédits auprès des banques. La cause, des conditions strictes imposées pour garantir le remboursement des fonds. Un accord entre la Société financière internationale et la Equity Bank Commercial du Congo pourrait faciliter ce processus au moyen d'un mécanisme de partage des risques. Il faciliterait l'accès aux prêts. Sylvie Maloukissa dirige une société produisant du beurre de cacahuète et de la confiture à Kinshasa. Elle a créé son entreprise il y a 10 ans avec ses économies. Obtenir un crédit fut difficile. Ils veulent nous donner de l'argent. Et quand ils vous donnent le 10 février, dès le 1er mars, ils demandent de rembourser. Ce n'est pas possible. Je n'ai même pas fait mes confitures. La Société financière internationale et Equity Bank estiment que l'amélioration de l'accès au financement pour les PME contribuera à créer des emplois et à améliorer l'économie. Dans le cadre de ce partenariat, la SFI soutiendra l'expansion des opérations de prêt de la banque par une facilité de partage des risques de 12,5 millions de dollars. Nous annonçons aux petites et moyennes entreprises que la porte s'ouvre encore grandement pour eux de pouvoir bénéficier d'un accompagnement approprié à la banque grâce aux mécanismes que nous avons mis en place. Mais cela passe aussi par un accompagnement en termes de formation de nos équipes, encadrement, pour mieux maîtriser le risque et être en mesure d'accompagner le développement du pays. La banque prévoit également de proposer des programmes d'alphabétisation financière aux agriculteurs, aux mineurs artisanaux et aux entrepreneurs. Sur les 14 pays africains considérés comme étant des marchés émergents, 4 ont progressé dans le 14e indice logistique réalisé par Agility et Transport Intelligence. Par rapport à l'édition précédente, le Maroc a stagné, mais il reste néanmoins le pays du continent le mieux classé. Plusieurs pays africains ont amélioré leur performance logistique en 2022 malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, selon un rapport publié par le groupe logistique Agility et le cabinet de recherche spécialisé Transport Intelligence. Sur les 14 pays africains considérés comme étant les marchés émergents, le Kenya, le Ghana, la Tunisie et la Tanzanie ont enregistré des progrès. L'Algérie et l'Angola sont les 2 seuls pays africains ayant régressé dans le classement, précise le rapport.
Parmi les pays d'Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria qui a obtenu la meilleure logistique intérieure, se plaçant au 11e rang des 50 pays, alors que le réseau logistique international de l'Afrique du Sud reste le plus performant du continent. Les meilleurs fondamentaux commerciaux d'Afrique subsaharienne se trouvent au Ghana. Le Kenya, qui a pris des mesures boostant les startups digitales, apparaît comme l'économie la plus prête pour le numérique sur le continent. En Afrique du Nord, le Maroc arrive en tête devant l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Le digital est un booster de croissance. Vous savez aujourd'hui que la finance digitale, aujourd'hui, elle est très importante et doit permettre d'augmenter le taux de bancarisation en Afrique, qui est aujourd'hui très faible, et également de réduire les coûts de transaction. L'indice de cette année comprend également une enquête distincte menée auprès de 750 dirigeants d'entreprises logistiques. Plus de 2/3 de ces professionnels sondés se sont montrés optimistes quant aux retombées positives de la zone de libre-échange continentale africaine sur le commerce, la création d'emplois et la réduction des formalités administratives pour le commerce, entre autres. Business Africa, c'est terminé, mais l'information continue sur Africa News et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.